Connected Mate. Aujourd'hui avec Alex, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On va parler de l'agentique. Ouais, vous avez entendu parler de ChatGPT, autre chose, je suis sûr, vous n'étiez pas sur Mars. Là, il se passe quelque chose qui change totalement le game, l'agentique. Alors la question qu'on s'est posée avec Alexandre, elle est très simple en fait, cette question. Qui va gagner la course à l'agentic coding? Et c'est pas tout à fait la même chose que l'agentique. Et pourquoi finalement cette question, en réalité, elle concerne tout le monde, même si vous ne savez pas coder. Alex, quand on parle d'agentic coding, on parle de quoi? Et alors écoute, je pense qu'il faut remettre bien les bases. En gros, l'agentic coding, c'est le fait en fait qu'il y ait une IA qui puisse faire des actions, donc de façon agentique, c'est-à-dire réaliser différentes actions sur un ordinateur. Et pour ce faire, en fait, on a directement on a travaillé sur le côté coding, parce qu'en fait, qui contrôle le code contrôle tout. Votre ordinateur, ce sont juste des lignes de code. Donc, si une IA peut savoir coder, et donc de façon agentique, créer des actions pour activer des lignes de code, elle peut contrôler votre ordinateur, ou même à côté, développer des nouvelles applications. Alors, tu sais, il y a quelques années, on disait « code is the law ». Le code, c'est la loi. Là, on est en train de passer à une étape d'après, c'est au-delà de la loi, c'est le pouvoir. C'est ça. Ouais. Qui contrôle le code, contrôle tout. Qui contrôle le code, contrôle tout. Et vous allez bien le comprendre après, vous allez voir pourquoi. Ouais. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que de très grands acteurs, OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft et même Elon Musk avec XAI, se battent pour gagner cette course. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez simple, mais en fait, si on reprend encore une fois les bases, tu avais en 2024, l'été 2024, tu as Cursor qui est sorti. Et en même temps, tu avais les premiers modèles assez bons sur le code de GPT, GPT-O3 qui est sorti. Et en fait, Cursor, c'était le premier outil qui permettait à une IA de pouvoir faire de l'agentique, c'est-à-dire qu'elle permettait de pouvoir directement mettre les lignes de code dans les bons fichiers. Très simple à l'époque, et encore, ça en supprimait beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ces outils d'IA qui permettent de coder, donc que ce soit des Cursor, des Claude Code, des Codex, ça permet déjà de créer des applications, des sites web, etc. Mais surtout, si tu leur demandes juste de prendre le contrôle de ton ordinateur, ça fonctionne. Et c'est là où en fait on le voit bien, et peut-être que certains connaissent les mots comme cowork, l'usage aussi de Codex, et on va revenir et on va vraiment faire la définition de chacun, mais en fait ça fait que ces outils qui de base étaient faits pour développer des applications, en fait permettent surtout d'utiliser ton ordinateur, parce qu'elles vont pouvoir directement, par le source code de ton ordinateur, faire des actions, ouvrir ton navigateur. Donc elles prennent la main sur ton ordinateur. Elles peuvent prendre la main sur ton ordinateur. Ouais. Et c'est ça l'une des plus grosses transformations, c'est qu'en fait, en travaillant sur une zone spécifique, ça te fait deux éléments en même temps. Ça te fait la partie développement de software, donc développement d'applicatifs, et en même temps, ça te fait une super application pour pouvoir utiliser ton ordinateur de façon agentique, avec de l'IA qui pourra faire des actions à ta place. Ouais. Et là, on peut entrer dans les définitions, je pense. Ouais, alors attends, parce que juste pour récapituler, donc si je comprends bien, ces histoires-là, ça code et ça prend le contrôle de l'ordi, donc ça veut dire que ça code et ça fait les actions. Ouais. Et donc en fait, ça veut dire que c'est à la fois la pensée et le geste en même temps. Ça change quand même radicalement la façon dont on utilisait nos ordinateurs, puisqu'en fait, quand on faisait appeler une appli, puis nous on faisait des tâches, et puis on avait la maîtrise. Là, il y a un peu une perte de maîtrise aussi quand même pour l'utilisateur ou pas? Non, il n'y a aucune perte de maîtrise. D'accord. Non, il n'y a pas de perte de maîtrise. En fait, il faut se dire, il y a Claude Code. Et Claude Code, certains connaissent bien, c'est vraiment l'outil pour les développeurs, pour utiliser de l'IA pour coder. Codex chez OpenAI. D'accord. Et en fait, peut-être que certains ont suivi, mais Claude a sorti Cowork. Ouais. Qui est une version de leur application où, en fait, sur l'ordinateur, il va travailler sur vos projets avec vous, ranger vos fichiers, trouver des informations, etc. En fait, derrière Cowork, c'est Claude Code. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un système où une IA peut faire des actions sur l'ordinateur. La différence, c'est qu'avec Cowork, on ne va pas spécialement lui demander de développer un software. On va juste lui dire, fais des actions dans mon ordinateur. Parce que, globalement, ils ont déjà développé le système qui va dire, OK, mais il faut que je trouve ce fichier-là, il va aller fouiller dans l'ordinateur. Il faut que je supprime ce fichier, il va le supprimer. Il veut déplacer. Ouvrir cette application. Et en fait, vu qu'il peut faire tout ça, même eux-mêmes se sont rendus compte que, en fait, il y avait un autre usage, qui n'était pas juste un usage de code. Et c'est pour ça que Codex aussi chez OpenAI, alors eux, ils ont une seule marque aujourd'hui, ils n'ont pas différents produits. Il y a Atlas aussi quand même. Non, Atlas ferme. Atlas ferme? Atlas ferme, tout à fait, ouais. Ok. En plus, ils ont des grosses failles de sécurité, donc beaucoup. Ouais, moi, j'ai reçu un mail de leur part, me donnant aussi une nouvelle version de Atlas. J'ai l'impression que les trois. De toute façon, à la fin, il y aura. En fait, c'est intéressant, c'est que tu as vont mixer tout. T'as le produit mainstream, pas sûr, parce que tu as les gens qui sont en amont de phase.
Aujourd'hui, ils parlent à presque 1 milliard de personnes, tu vois. Donc, tout le monde, il n'y a pas 1 milliard de personnes. Ils ont dépassé le milliard. Hein. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment 2 produits. Mais en fait, donc, c'est ce principe où, du coup, vu qu'ils ont développé un système qui fait que sur ton ordinateur, une IA peut prendre le contrôle. Donc, que ce soit, tu veux un site web pour expliquer ton CV, bah, il le fait. Ou en même temps, tu veux dire, bah, range mon bureau sur mon ordinateur, elle va le faire. Et donc, c'est là où ils se sont dit, bah, en fait, c'est 2 produits différents, parce que c'est 2 usages différents. Et donc, Claude, ils ont fait Cowork d'un côté pour travailler avec toi, et de l'autre côté, il y a Claude Code, qui est plus pour développer des choses. Mais à la fin, derrière, c'est le même système. C'est le même système. Et chez OpenAI, ils ont quand même recruté Peter Steenbergen, qui est le mec qui a monté OpenClaw, c'est ça. Donc là, on peut voir que ça va bouger aussi big time chez OpenAI à cause de ça. Écoute, je pense qu'il y a une grosse partie com, là, si on parle de ça. Oui. Parce qu'OpenClaw est juste un projet qui a buzzé sur un moment T. Mais en fait, OpenClaw, c'est le même principe que Cowork. Ouais. C'est juste un système où tu as une IA, donc là, c'est vraiment plus fait pour que vraiment elle puisse bosser sur ton ordinateur et pas, elle n'est pas là pour te développer des applications. Okay. Elle est vraiment là pour t'aider à travailler sur ton ordinateur avec des projets spécifiques et tout. Et puis, c'est de la com, tu disais, mais c'est bon pour l'IPO aussi, parce qu'ils sont tous en train d'essayer de lever des ronds. On a parlé d'OpenAI, on a parlé d'Anthropic. Microsoft, de son côté, il fait quoi ? Ah bah, Microsoft, il signe avec Cowork, avec OpenClaw. Avec OpenClaw, ouais. Donc c'est sûr, mais encore une fois, là, en fait, on part de l'agentic coding. Ouais. Il faut vraiment se focus dessus parce que on revient sur c'est la plus grosse transformation. C'est le seul endroit où il y a du ROI. Si Anthropic aujourd'hui font autant d'argent, c'est grâce à Claude Code. Ils le disent partout. Parce que ça amène de la rentabilité, de la valeur. Les gens qui disent corrige 2 points. Est-ce qu'il y a ça sur Internet, etc. C'est pas des gens qui vont mettre un énorme budget. Ils verront 20 € par mois. Tu vois. Déjà, c'est un gros investissement. Tu vois. Ouais. Les gens qui font ça avec du code, on sait très bien que hier, on voulait développer quelque chose, on fait un devis par une agence. Ouais, tu veux faire une petite application sur iPhone, tu es à 100 000 € très rapidement. Bah là, pour 220 € par mois, tu peux faire ça tout seul. Voilà. Tu fais quoi ? Tu choisis quoi ? Bon, et tu as une qualité très bonne. Ouais, donc en fait, il manque quand même le métier, non ? Il faut quand même du métier pour faire ça, pas du tout ? Non. Tu as des connaissances, tu sais ce que tu veux. Okay. Non, mais c'est là où c'est important de dire, c'est que tu es sur des profils où, en fait, tu payes, tu as un ROI immédiat. C'est-à-dire que le consommateur a un retour sur investissement immédiat. Ouais, donc ça change tout le game. Quoi. Et c'est là où ils font des milliards, en fait. C'est là où il y a énormément d'argent qui rentre, parce que les boîtes, c'est pareil. Tu sais, tu connais ton temps de développement. Ça prend 6, 7, 8 mois. Ça peut descendre à peut-être 1 ou 2 mois. Pour un truc tout aussi quali. Et ton coût, tu le divises par 50 presque. Alors, aujourd'hui... Alors c'est un peu, on est au mois de juin, hein, on est en train de 2026, on est en train de parler de ça. Donc si vous écoutez ça dans 3 ans, ça sera peut-être changé. Mais quel est l'acteur le mieux placé entre on va dire OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google et Musk, hein, j'en parlais au tout début de ce podcast. C'est qui l'acteur le mieux placé selon toi ? Bah écoute, je vais te dire un truc qui va un peu t'étonner. Je pense qu'il faut le voir sur 2 façons. C'est pas un acteur global. C'est à celui qui aura les modèles et celui qui aura le software pour utiliser les modèles. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, le mieux placé par rapport aux modèles, c'est Anthropic. Ouais. Voilà. Même s'ils sont très chers. Et je pense que les seconds seront sûrement des modèles chinois. Parce que la Chine suit très très fort tout ça. Et après, sur la partie software, pour moi, c'est Cursor. C'est Cursor. Donc, donc, alors, c'est pas encore fait, je crois, l'achat par Musk de Cursor. Mais il est validé entre eux. Après, il faut que ça prenne un peu de temps. Mais 60 milliards, effectivement. Ouais. Un rachat à 60 milliards. Donc, en fait, le coup qu'a fait Musk, hein, il rafle le... En fait, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a Anthropic, eux, ils font des modèles. Ouais. Et après, ils sont obligés de créer des produits pour consommer les modèles. C'est normal, sinon, voilà. Bien sûr. Et en fait, Cursor, eux, ils ont fait un petit peu de modèles, mais leur business, en fait, c'était de se dire, on va prendre toutes les phases du développement informatique, mais pas les phases de PPC veut se faire un site web. Non, c'est les phases de... l'entreprise X, qui est un énorme corporate, qui fait plusieurs milliards, a besoin de réimaginer ses process de développement, donc des choses très très lourdes, 100% avec de l'IA. Donc en fait, ils ont pris tous les grands ponts du développement informatique, et là, ils ont développé des produits spécifiques pour chaque chose. Donc vraiment, que ce soit par exemple un truc qui trouve tous tes bugs sur ton site quand c'est en production, ça les récupère, ça lance des agents sur des ordinateurs. Ça, c'est ce qu'ils ont fait avec Mytho. Avec Mytho, non, c'est Mytho, c'est Anthropic. C'est Anthropic, pardon. Okay. Cursor, en fait, c'est pas. Cursor, eux, ils font des outils qui permettent d'utiliser les modèles. Donc, tu choisis quel modèle tu veux mettre dessus, et eux, ils ont créé des super produits. Donc, c'est vraiment le software du coding, tu vois. Et après, tu as les modèles d'un côté. Donc, tu as ceux qui sont spécialisés dans les modèles, qui font 2-3 produits parce qu'il faut pouvoir les consommer. Par contre, après, tu as des boîtes, et là, c'est là où Cursor est très bon, c'est qu'ils sont spécialisés sur le côté process, développement et application. Ils ont quelques modèles aussi, mais leurs modèles sont pas top.
Et enfin, ils sont bien, mais c'est pas non plus incroyable. Surtout, c'est des modèles open source chinois qui ont été un petit peu retravaillés. Mais en tout cas, voilà, eux, ils ont vraiment développé des super produits pour toute la chaîne de développement. Et ça fait qu'en fait, ils ont cette valeur aussi importante. Et ils ont énormément de clients aussi. Alors, je voudrais que tu réagisses. J'ai posé la question à ChatGPT et j'ai demandé qui étaient les acteurs les mieux placés aujourd'hui. Et s'il fait une revue des forces de chacun, il m'a dit les mots suivants et il va me dire si c'est. Pour OpenAI, ce qu'il dit, c'est ils ont une avance technologique, ils ont l'écosystème. Pour Anthropic, il dit ils ont la qualité du code, ils ont la confiance des développeurs. Microsoft, leur force, c'est GitHub, VS Code et leur implication dans les entreprises. Google, c'est le cloud, la puissance de calcul et Gemini. Et xAI, c'est Grok, l'intégration verticale et l'ambition industrielle. Tu réagis comment par rapport à ça? Alors, je pense qu'il faut dire, faut pas tout mélanger. Ouais. C'est pas le business de tout le monde de regarder le coding. Ouais. Ils vont tous essayer de s'y mettre parce que c'est là il y a un super retour sur investissement. Google le fait très bien avec Antigravity, qui est un de leurs produits phares maintenant. De un, parce que ça buzz, et de deux, parce que ça fait du cash. Et du cash énormément. Il y aura plusieurs acteurs demain. Moi, je pense qu'il y a vraiment ceux qui doivent se focus sur les modèles et ceux qui doivent se focus sur les produits pour consommer les modèles. Ouais, toi, tu vends des lignes claires, et puis il y a ceux qui vont distribuer aussi. Mais ça, c'est pas le vibe coding, mais il y a ceux qui sont aussi en front avec l'utilisateur. Ah oui, mais c'est ceux des softwares. C'est ceux des softwares, ok. En fait, si je te le reprends, en gros, tu vois, moi, mes objectifs aujourd'hui, c'est de se dire comment sur des outils qui sont déjà développés, je n'ai plus que mon product owner, donc la personne qui gère mes un site web, et un seul développeur. Le product owner, lui, dit de façon comme habituelle, comme sur un Figma, etc., il annote, il dit ce qu'il veut changer, etc. Et lui, il doit être en relation avec les utilisateurs, c'est-à-dire aller chercher mais lui, en fait, il doit connaître ultra bien son produit, il sait ce qu'il faut faire. Il va envoyer des demandes, comme aujourd'hui, en fait, sauf qu'à la place, c'est que ça va être fait par des agents, et quand d'après lui, tout est bon, il envoie, et là, il y a un seul développeur, qui n'est pas un développeur, c'est un tech lead. C'est un tech lead. C'est un mec qui est là pour vérifier, pour s'assurer que tout est bon. Il a le lead au niveau de la technologie sur donc, ça veut dire qu'il orchestre les agents, ça veut dire qu'il les amène à se corriger, il les amène à s'améliorer. Il a une connaissance des produits. Donc en fait, dans une boîte, tu peux avoir un tech lead qui gère 3, 4, 5, 6 applications. Et lui, en fait, il va recevoir des produits qui ont été mis à jour par de l'IA. À lui, par ses connaissances, ses process, ses besoins, de faire son travail avec de l'IA, pour dire, OK, c'est bon, ça part en production. Et ce qui fait que maintenant, tu n'as plus que 2 personnes à la fois. Et alors, comment il se forme, le tech lead? C'est un tech lead, c'est un développeur qui... Oui, d'accord, mais comment il reste dans le game? Comment il fait pour rester dans le game? Parce que ça bouge tellement vite. De toute façon, un tech lead qui aujourd'hui fait en agentic coding, il est complètement dans le game. Il n'est pas en retard. Il est complètement dans le game. Ah non, en fait, son job, ça va être de super bien comprendre ses besoins de structure en termes de déploiement informatique, tous les besoins en cybersécurité, et pouvoir en fait être très bon avec ses agents pour en fait faire en sorte que si ça a été mis à jour par des IA, à une demande de l'humain bien sûr, et en fait il a les capacités de vérifier tout parce qu'il connaît bien en fait l'application, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait lui il est censé, au lieu de connaître toutes les lignes de code, il connaît les structures. Il sait que je sais pas, soit le site web qui vend des chaussettes, il sait très bien comment il est codé, toutes les règles derrière, et donc quand ça a été mis à jour, il sait quoi checker pour que il n'y ait pas de problème. Et après, il l'envoie. Donc, ce que ça me fait penser, tu vois, ça veut dire que ce soit le product owner ou le tech lead, ça veut dire que les mecs, ils doivent être sur le ballon. Ils doivent connaître parfaitement leurs produits pour l'un, le code pour l'autre. Enfin, tu vois, ils doivent être dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas survoler. Il faut qu'ils soient dans le game tout le temps. Alors, si on ouvre un petit peu cet agentique, je le disais en amorce, ça nous concerne tous. Qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'utilisateurs finaux? Ça change quoi en fait? Ça change absolument tout. Déjà, ça change le fait que l'IA va continuer d'évoluer. Parce qu'il y a assez d'argent qui rentre dans les caisses. Donc, à un moment, on parlait du fait qu'il y avait peut-être un flop, qu'elle allait avoir une bulle. C'est grâce au code que la bulle ne s'est pas formée. Même s'il y a une bulle, effectivement, tu as peut-être une surévaluation, mais grâce au code, ça n'a pas explosé parce qu'il y a eu énormément d'argent qui s'est mis à rentrer d'un seul coup. Donc ça, déjà, c'est super bien pour tout le monde, parce qu'il faut qu'il y ait du cash qui rentre, sinon on va s'arrêter. Ça c'est bon, c'est bon pour l'écosystème. Mais après, pour nous, utilisateurs. Pour nous, utilisateurs, c'est qu'en fait, ça va permettre surtout de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'applications qui répondent à vos besoins. Ça fait que demain, vous pouvez plus facilement monter les business, vous pouvez développer des choses qui peuvent vous aider tous les jours, et aussi, vous aurez plus rapidement des outils d'IA qui pourront vous aider dans votre quotidien. Parce que qui contrôle le code contrôle tout. N'oubliez pas, dans votre ordinateur, derrière les beaux visuels, c'est que des lignes de code.
Ok. Alors, je vois deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'utilisateur, on a finalement deux possibilités aujourd'hui. Alors, on peut panacher les choses. Soit on est consommateur de nouveaux applicatifs qui auront été faits par des product owners et des tech leads qui auront fait des super apps, etc. Génial. Soit on peut aussi finalement se construire l'app de nos rêves Ouais. de façon très simple. Hein. C'est le truc dont on a rêvé, on l'aurait aimé comme ceci, ben, ça n'existait pas. Moi, je me suis amusé à en faire une. Là, par exemple, tu vois, c'est une table de mixage de disc jockey, par exemple. Voilà, j'essaie de faire entrer les flux. C'est pas toujours facile, mais tu vois. Et donc, j'ai pu me constituer ma table de mixage de disc jockey. Je me suis constitué un autre truc, c'est un business model Canvas où je pose des questions et puis il me construit le modèle de façon assez simple. Donc, ça veut dire qu'on peut tous inventer, en fait, et créer finalement assez facilement. On peut tous être créateurs. Ouais. Et après, la question, c'est qui sera le plus créatif? Ouais. Mais en fait, c'est un peu. Allez, je vais prendre l'image des réseaux sociaux, quoi. Il y a ceux qui créent, on va dire c'est 1%. Il y a 9% qui commentent et il y a 90% qui Écoute, consomment. c'est un très bon C'est exemple. ça ou pas? C'est ça, avec l'arrivée du social media, ça a été beaucoup plus simple pour tout le monde de créer. Les Ouais. outils, les petites caméras, les petits trucs comme Mais il ça. y a des gens qui créent pas. Non, il n'y a pas qui créent pas. Mais après, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça permet d'être tellement créatif. Moi, j'ai eu la chance de devenir tellement créatif. J'ai toujours envie de faire des trucs, mais j'avais pas les moyens. Aujourd'hui, l'idée, elle se réalise direct. Donc, en fait, au bout d'une journée, t'as encore plus d'idées. Parce que la barrière technique, en fait, a pété, quoi. Elle a sauté. Ouais. Alors, autre truc, tu dis, ça prend la possession de notre ordinateur. Ouais. Là, pour moi, c'est un changement majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet, c'est la confiance. Parce que tu parlais d'Atlas, on parlait d'Atlas, de ChatGPT Atlas. OpenAI a annoncé qu'il y avait eu un breach et qu'il y avait même un malware. Mon Mac m'a dit qu'il y avait un malware dans le Atlas que j'avais téléchargé il y a quelques temps. Ça, c'est très différent. C'est juste qu'ils ont utilisé un type de langage qui a été hacké. Qui a été hacké, d'accord. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même, tu parlais de cybersécurité, c'est un point hyper important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces IA vont prendre le contrôle de notre navigateur, de notre PC, de notre Mac, il y a un sujet quand même fou. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment on peut arrêter le truc? C'est-à-dire que faut le prendre dans l'autre sens. Regarde Mythos. Enfin, Mythos, non, Fable. Fable, le produit open, enfin le modèle public de Mythos. Bon, il reviendra peut-être. Hein. Il reviendra un moment. Il a été demandé d'être coupé. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire, d'ici 3-6 mois, on aura les modèles chinois open source. Même capacité. Qui sont d'ailleurs beaucoup moins chers et qui sont surconsommés. J'ai vu une statistique qui montre que la consommation des modèles chinois en open source explose. Ouais, mais surtout, il faut focus sur le côté cyber. C'est qu'ils les ont déjà. Et le sujet qu'on va avoir là, c'est qu'il va falloir commencer à avoir un permis pour utiliser ces outils. Parce que c'est super, hein, et tu vois la différence avec Fable, tu demandais de te faire un outil. À l'époque, il fallait un petit peu quand même connaître le principe. Toi, tu l'as vraiment testé le temps d'un week-end? Non, j'ai fait une semaine entière. Une semaine entière? Dès qu'il est sorti, moi, il s'est arrêté. Ouais. Et j'ai 5 comptes, donc c'est assez simple pour bien le consommer sans que ça avoir de problème de rate limit. Ouais. Et en fait, globalement, c'est super bon. C'est-à-dire que quand tu disais effectivement, tu n'as plus de barrières, Fable a vraiment fait sauter les barrières. Avant, il fallait quand même comprendre un peu les règles, tu vois. Là, Fable a vraiment été tellement bon que vraiment, tu ne pouvais ne pas du tout être technique et il faisait tout. Et le point important, c'est que tu mets ça dans des mains de quelqu'un qui veut juste se faire un super outil très complexe. C'est génial. Tu mets ça dans les mains d'un petit jeune qui, en fait, a plutôt envie d'essayer de voir s'il peut essayer d'hacker un système de sa ville. Je sais pas, toutes les lumières, tous les lampadaires de sa ville. Éteindre tous les lampadaires. Voilà. En fait, si l'IA, elle a aucune règle, il va pouvoir le faire. Waouh. Et ce qui va se passer, c'est que là, Fable était une version très limitée de Mythos, le fameux modèle uniquement disponible pour les entreprises. C'était un sous-Mythos, en fait? C'était pas un sous-Mythos, mais en fait, c'est un sous-Mythos sur le côté où, en fait, il pouvait pas hacker. Il avait complètement les capacités, mais ils ont énormément réentraîné le modèle pour ne jamais aller franchir une étape qu'ils pensaient risquée. Et à cause de ça, le gouvernement américain, ils a dit qu'eux, ils avaient réussi à le faire franchir, donc c'est trop dangereux. Donc, ils demandent aux gens de le bloquer. Quand ça va arriver en open source, par majoritairement l'Asie, parce qu'en fait, cette capacité-là, ils savent le faire. Soit ils vont d'ailleurs le garder, c'est possible, soit ils vont le sortir, et là, tu vas avoir une puissance à dispo de tout le monde. Et donc là, on va commencer à avoir besoin d'un permis de conduire de ces modèles-là. Et moi, je me rappelle encore, parce que j'avais fait des tests à l'époque, et tu me disais, je travaille dans une mode de cybersécurité, etc., des compiles. Je fais sur mes applications à moi. Parce que je m'étais amusé, je savais que c'était faisable, j'avais m'étais amusé à mettre dans mon code pour le fait que si une IA commençait à décompiler mon code, donc décompiler, c'est, vous savez, que votre application, surtout sur un iPhone, vous l'avez compressé, c'est-à-dire que vous la compressez le code pour qu'elle fonctionne, c'est un pack.
Mais en fait, pour décompiler, c'est-à-dire qu'il faut essayer de lire toute la ligne de code pour reconstruire. C'est ce qu'on fait, toutes les Photoshop hackés, etc. C'est ça. Ouais. Et les mecs prenaient 3-6 mois pour réussir à le faire. Là, ça prend 1 heure. Waouh. Et en fait, ça marchait très bien, la décompilation. Et le pire, c'est qu'en fait, sur un iPhone, tu n'arrives pas à récupérer le design, par contre, tu arrives à récupérer toute la logique derrière. La logique, c'est ce qui est le plus cher, c'est pas le design. Le plus cher, c'est la logique. C'est comment les ingénieurs se sont pris la tête. Donc voilà. Et donc ça, c'était très simple. Et donc tu dis, effectivement, si tu as un modèle encore mieux, ça commence à être très risqué. Donc là, pour moi, il va y avoir la question d'avoir un permis. Et je le dis parce qu'en entreprise, ça va être pareil aussi. Alors, tu as un permis, ça y est, dès qu'on met un permis, alors il y a des aspects positifs quand on dit un permis, puis il y a des aspects, ça veut dire que seuls quelques-uns pourraient avoir ces super pouvoirs, c'est ça? Non, c'est pas seuls quelques-uns, c'est les gens qui savent bien l'utiliser. En fait, il y a un permis pour 2 raisons. Une raison de sécurité, une raison économique. Ouais. Tu sais, là, il y a beaucoup de buzz, en tout cas, sur le moment où ils disent il y a plein d'entreprises qui ont donné Cloud Code, justement, à leurs collaborateurs, et ils ont eu des factures énormes d'1 demi-million de dollars par mois, etc. Ouais. Tu as beaucoup de buzz comme ça, sûrement très valgodés. Ouais. Mais en fait, c'est vrai. C'est des trucs qui consomment énormément, qui sont très très bons, donc tu les payes cher, pas cher par rapport à avant, mais si tout le monde les consomme, ça coûte très cher. Mais je veux dire, c'est par rapport à ce que ça sait faire, c'est vraiment pas cher. Enfin, par rapport au coût humain, si vous voulez quelque chose de ce niveau-là. Et effectivement, il va falloir que les boîtes choisissent qui peut le faire. Donc, c'est pas la question de, on va dire aux gens de ne pas le faire. Il faut s'assurer que ce soit les bons profils qui font pas n'importe quoi avec. Ouais. Parce que n'importe quoi, c'est pas faire de l'argent. C'est comme une voiture hyper sportive, une voiture de course. Ça ne se conduit pas, ça se pilote. Et en fait, il y a des cours de pilotage. Et si tu files ça à quelqu'un qui a juste le petit permis de conduire, il va la foutre dans le mur. Ouais. Voilà. Donc en fait, il l'aura fait cette avancer, image. mais Ouais, je sais pas ce que il peut la foutre dans le mur et surtout il peut blesser des gens. En plus, ce qui est pas la très bonne nouvelle. Petit aparté, comme tu as vraiment utilisé Fable et qu'on entend quand même autour de nous beaucoup de gens qui en parlent, mais peu de gens qui ont pratiqué, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as perçu de cet usage, ce que tu as découvert quand tu as utilisé Fable? Écoute, c'est un niveau de code absolument monstrueux. Ouais. En fait, j'ai un exemple, mais je sais pas s'il est parlant pour tout le monde. J'ai fait une application avec mon Apple Watch pour m'amuser. C'était vraiment là pour tester. Ouais. C'est intéressant de faire de la R&D sur des trucs un peu différents aussi. Et en fait, avec mon Apple Watch, j'avais juste à pincer dans l'air sur les 4 coins de mon écran. Ouais. Et en fait, ça codait. Donc, dans le mode spatial, en fait, dans l'air, quoi. Mon Apple Watch, ça faisait comprendre qu'il y avait une espèce d'écran, et avec ma main, après, je pouvais contrôler ma souris de Mac. Attends, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous réexpliquer d'abord l'usage, et après tu nous racontes comment tu l'as fait? Dire comment je peux réussir à faire en sorte de contrôler ma souris depuis mon iPhone, depuis mon Apple Vision Pro, un casque de réalité virtuelle, et depuis ma Watch. Donc en fait, ton idée, c'était comment ta main peut jouer comme une souris en l'air, mon Mac, en utilisant la puissance qu'il y a dans ton Apple Watch, les contacts entre tes doigts et l'Apple Watch, parce que quand on double-clique, quand on double-tape entre ses doigts avec une Apple Watch à son poignet, ça genre des actions. En fait, même pour dire, c'était surtout le côté du... Tu sais, quand tu fais des présentations, des fois, tu pointes des choses du doigt. Je me suis dit, je vais pointer, mais ce soit la souris qui bouge. Waouh. Et ça, alors, là, ils comprennent. Donc là, certains comprennent bien, j'espère. Voilà, c'est chaud, là. Donc, ça veut dire que c'est à la main. Mettons que tu es sur scène ou dans une présentation, à la main, parce que tu es sur ton Apple Watch, en bougeant tes doigts, le pointeur sur l'écran, il va bouger en même temps. Et en fait, tu calibres, en bougeant ta main, tu calibres l'écran, c'est-à-dire que peu importe, tu fais juste les 4 coins et le centre. Et à partir de là, et là, en fait, donc la Fable a codé un énorme système. Je suis pas technique. Donc, ça l'a spatialisé, en fait. En fait, ça a spatialisé le volume et après, il fait le calcul en temps réel pour que ça fonctionne. Donc, il a développé un truc qui sait faire ça. Waouh. Combien de temps pour faire ça? 1h30. Waouh. Et là, ça fonctionne bien, juste. La souris est pas très stable parce que c'est très sensible, en fait, le poignet. Donc moi, il faut que j'arrive à désensibiliser pour faire que les mouvements doivent être plus gras pour réussir à faire ça, tu vois. Pour que ça bouge bien. J'aime bien le mouvement plus gras. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement précis qu'en fait, il faut que ce soit moins précis parce que sinon, tu bouges un tout petit peu le poignet, ta souris, elle fait un... Oui, donc il faut corriger finalement l'amplitude. Oui, parce que si tu fais un écran qui est énorme, tu as beaucoup plus de place. Si ton écran est tout petit, suffit que tu bouges ta main, c'est x10, tu vois. Ça me rappelle, il y avait un truc quand j'étais petit, c'était génial, il y avait un système où en fait, ce qui permettait de démultiplier, si tu veux, un stylo. Donc on mettait 2 stylos, on mettait un stylo sur un petit truc, et puis le stylo était amplifié d'un autre côté, d'un autre stylo. Et quand on bougeait, ça faisait des grands dessins. C'était génial. Donc c'est à peu près propre. Okay. Donc en fait, il m'a codé ça. C'est Fable, ouais. Et l'autre exemple, c'était sympa. Donc moi, j'avais commencé à faire ça dans le Vision Pro. Ouais. En fait, ça crée un faux trackpad en 3D et je peux le contrôler au doigt. Okay. Et en me coachant, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fais la même chose sur l'iPhone. Donc sur l'iPhone, sur l'écran, en bougeant mon doigt sur l'écran, ça contrôle la souris. Je lui ai dit ça en me couchant. L'ordinateur, je le branche, etc. Le matin, je me réveille. Bon, il avait bien sûr fini depuis longtemps. Hein. C'était fait.
Waouh. J'avais mon design, tout était codé, c'était stable, ça buguait pas. Je Vibecode depuis maintenant 2 ans et demi, là, presque. Oui. Bah ouais, on y est, c'est bon. Ouais. Voilà. Bon, on peut rappeler, NoteTaker AI, c'est Vibecodé. C'est Vibecodé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû en profiter de Fable pour faire NoteTaker AI. Juste sur cette semaine-là, j'étais full. pas dans ce mindset-là et je me suis full autrement. Ouais. Et je suis un petit peu au kiff quand même. Et j'aurais dû le faire parce que ça m'aurait permis de vraiment améliorer mon code. Ouais. Ouais, si ça vous intéresse de tester, si vous ne testez pas encore NoteTaker AI, c'est une application qui est gratuite, qui marche pour si vous avez un iPhone au-dessus de l'iPhone 15 Pro, vous pouvez utiliser NoteTaker AI, c'est une application gratuite qui permet d'enregistrer, de faire des transcripts, d'interroger, de faire des comptes rendus. Et tout ça, ça reste dans votre iPhone, sans cloud, sans 4G, sans rien. Vos conversations restent secrètes. Ouais. Et donc ça, vous avez les notes je vous mets le lien dans les notes d'épisode du podcast. Et ça, pour vous dire, ça c'est complètement Vibecodé. Et c'est Vibecodé sur un test où carrément, en fait, moi, pour dire quand l'IA code et on dit qu'elle prend le contrôle de l'ordi, moi j'ai fait un outil custom qui fait que quand l'IA code l'application sur Mac, par exemple, la version Mac arrive bientôt, et ben en fait, elle la teste direct. C'est-à-dire qu'après, elle prend le contrôle de mon ordinateur pour tester l'application Mac. Vous voyez? Donc là, on est vraiment à un niveau où, en fait, ça sait tout faire. Et qui contrôle le code, contrôle tout. Ok, donc là, c'est là ce que tu appelles l'agentic coding. C'est bien plus que du vibe coding. En fait, on est passé à l'étape d'après. Ouais. Alors, si on se positionne, parce que moi, je trouve, je me dis, allez, ok, ça, on en est finalement encore qu'au début. Tu pousses encore les trucs. À quoi ça ressemble notre monde de demain, dans 4-5 ans? Comment ça pousse? Raconte-moi. Bah dans 4-5 ans, ça sera quand même bien différent, mais ça sera pareil, ça sera encore plus simple, plus accessible. Peut-être que certains n'auront plus accès à ces modèles-là, peut-être que d'autres auront d'autres outils. Mais dans 4-5 ans, pour moi, tu auras peut-être un petit peu moins de solutions qui seront sur le marché, un peu public comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras plein d'outils, tu auras un endroit où ce sera facilement, un petit peu comme sur Instagram, tu auras vraiment les petits créateurs, les grands créateurs de contenu, tu vois. Tu auras des grands gaps comme ça. Tu auras peut-être même sur l'App Store, sur Apple ou sur Google, toute une partie qui sera créée par la communauté, tu vois. Où en fait, tu assumes le côté où c'est pas des entreprises, c'est juste des gens qui ont un kiff, qui aiment un produit, qui aiment un concept. Tu vois, moi, il y a plein d'applications que je fais. Pour le coup que c'est dans une vision de R&D, mais c'est pas des choses avec un ROI derrière, tu vois. C'est vraiment juste par pur plaisir de la création et surtout, aujourd'hui, dans mon job, de faire de la R&D. Mais voilà. Oui, donc ça veut dire que chacun d'entre nous va pouvoir faire... Moi, tu sais, ça me fait penser à les 3 films de science-fiction, je trouve. Le premier, c'est... je sais pas si vous vous souvenez, dans Iron Man, Jarvis. Voilà, c'est un assistant qui exécute les tâches complexes. C'est le même principe, Jarvis, c'est pareil. Il peut faire des choses sur tes trucs et il peut développer d'autres choses. Ah oui, donc le point important d'ailleurs, c'est ce que tu vas parler d'assistant, et Jarvis, c'est bien ça, c'est que demain, il pourra créer des choses uniquement pour ton besoin. Pour moi. Ouais, c'est-à-dire que tu n'auras même pas à penser à lui dire « Ouais, code ça, s'il te plaît ». Ouais, c'est des applications hyper personnalisées. Ouais. En fait, c'est presque de la création d'applications à la volée en fonction du besoin. Ouais. C'est ça. Et puis, pas d'application, il va créer des... Non, mais... Moi, tu vois, je donne un exemple très simple. En fait, il va t'aider à résoudre un problème. Il fallait que j'archive 11 000 mails sur Outlook. 11 000 mails sur Outlook, ouais. Je suis pas très bon pour gérer mes mails. Et c'est pas grave. Et là, sur l'application Outlook, tu peux pas faire ça. Oui. Parce qu'en fait, tu peux pas tout archiver d'un coup, ça fonctionne pas. Du coup, il m'a développé un script sur mon Mac. J'avais juste à faire un truc sur mon clavier. Et en fait, toutes les 20 secondes, ça refaisait l'archive. Ça relançait. Et du coup, ça archivait 100 par 100. Et ça a tourné. Ouais, mais tu vois, ça c'est le genre de truc. Pourquoi les mecs de Microsoft, ils y pensent pas? Non, mais oui, mais c'est pas. Oui, mais écoute. En tout cas, ce qui est important, c'est que moi, j'ai dit mon besoin à Claude, qui a développé sur mon ordinateur. Ouais. Ça fonctionnait pas au début, je lui ai redit, il l'a refait. Voilà. Ouais. Moi, alors, si je reviens sur les films de science-fiction, donc Iron Man, ça me fait penser aussi au film Her, tu vois, où l'IA et l'interface unique avec le numérique, c'est-à-dire vocalement, effectivement, elle marche. Et puis le troisième film, c'est Star Trek, hein, où on est avec un ordinateur avec lequel on dialogue et puis on obtient des résultats. Et là, ça se simplifie, c'est-à-dire que finalement, ce que ça nous ouvre, c'est une nouvelle ère et une nouvelle interface avec le monde qui est hyper simplifié pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ça sera beaucoup plus agréable. Tu pourras faire beaucoup plus de choses. Et surtout, pour toutes les personnes qui ont du mal à utiliser l'informatique, c'est fini. Ouais. C'est quoi, pour conclure cet épisode, c'est quoi le conseil ou le takeaway que tu peux donner à celles et ceux qui nous écoutent? Tu leur dirais de faire quoi? Tester.
Tester. Si vous voulez être prêt pour demain, testez. Learning by doing. Ouais. Si vous voulez vraiment être en lead de tout ça, ouais. Si vous voulez être les créateurs de demain, testez maintenant. Ça se joue maintenant. En fait, c'est un petit peu comme quand tu te dis, c'était un très bon exemple de pouvoir le relier aux réseaux sociaux. Quand il y a un réseau social qui sort, les premiers qui sont mis dessus sont souvent les influenceurs d'aujourd'hui. Pareil. C'est ça, d'accord. Donc, surfez, prenez la vague, allez la chercher, testez, faites-vous un avis, et arrêtez de lire ce que les gens disent. Faites, mettez les mains dedans, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ça s'apprend pas, ce que je dis toujours, hein. J'ai toujours dit ça, ça s'apprend pas dans les PowerPoint, dans les comités, ça se pratique. Merci Alex. Merci PPC. Merci à vous tous. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Connected Mate. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Connected Mate.